Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 13e épisode de Affairage Airways. Je suis Aïssata. Et moi, c'est Laurence. Et nous sommes hyper contents de vous annoncer qu'on arrive enfin officiellement pour de vrai sur Clubhouse. Avec un peu de retard depuis le temps qu'on en parle, mais dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 6 juin 2021 à 16h heure du Canada, 20h heure GMT, 22h heure de Paris. Et puis, faites les calculs pour ceux qui sont partout ailleurs. Et le sujet nous intéresse particulièrement parce que c'était un sujet qu'on comptait aborder dans le podcast. Et on s'est dit, c'est le genre de sujet où les gens vont vouloir donner leur avis. Donc, autant en parler directement avec notre communauté d'affairés. Laurence, est-ce que tu veux leur dire un peu plus sur le sujet? Ouais. Donc, on va parler de la cancel culture dans les communautés africaines, que ce soit de la diaspora ou sur le continent. Et on va se poser sur quel cas restant ou pas, donc MHD, Kofi, notre cher Sidiki, dont on avait parlé dans un épisode précédent. Donc, c'est un peu ça le sujet, mais c'est pas très cadré parce que justement, on veut que les gens apportent leur contribution. Donc, c'est ça, venez en grand nombre et ne soyez pas gênés de monter sur le stage, le fameux stage Clubhouse, pour partager votre point de vue sur la question. Voilà. Et avant que je n'oublie, parce que le dernier épisode, j'ai oublié, tu ne m'as même pas rappelé, assurez-vous de nous suivre sur les plateformes de streaming. Donc, on est sur Spotify, Apple Music. Laissez-nous les 5 étoiles, s'il vous plaît, sur Apple Music. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook sous le nom d'Affairage Airways. Et rapidement, d'ailleurs, pour Clubhouse, pour nous trouver, parce qu'on n'a pas encore de club qui s'appelle Affairage Airways. Donc, on va faire la room sur nos profils personnels. Moi, ce sera au nom de mansa.aïssa. Et Laurence, quel est ton Clubhouse? Tu ne connais jamais le mais ça va être partagé sur l'Instagram et le Facebook d'Affairage Airways. Super. Et puis, si pour ceux qui ne sont pas sur Clubhouse et qui aimeraient participer à la room et qui ont besoin d'invitation, moi, je sais que j'ai encore des invitations. Donc, écrivez-nous sur Instagram ou Facebook d'Affairage Airways et on pourra vous inviter sur Clubhouse à temps pour rejoindre la room. Mais par contre, si on vous invite que vous ne venez pas dans notre room, ça, genre, Dieu vous voit, en fait. En plus, il n'y a même pas de moyen de reprendre ton invitation. Hein. C'est ça, en fait. Donc, n'abusez pas de nous. Et Clubhouse est maintenant disponible sur les plateformes ou les téléphones Android. Oui. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça. En fait, c'est ça. C'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on attendait les gens d'Android. Parce que nous, on est inclusifs. Et donc, sur ce, on va commencer l'épisode. Maintenant que vous savez que, je répète, le dimanche 6 juin 2021, à 16h heure de Montréal, 20h heure GMT et 22h heure de Paris, vous êtes connectés dans la room de mansa.aïssa et de Laurence Cynthia. Tout est bon. Tu es une experte en conversion, c'est bien ça. Donc, on va commencer. Notre premier sujet du jour, c'est un sujet un peu sensible. On va en fait parler de tout ce qui est le processus commémoratif que l'État du Rwanda fait avec la France et aussi de leurs relations diplomatiques, un peu ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a quand même beaucoup d'avancées et j'ai comme l'impression qu'on rentre dans une nouvelle ère en ce qui a trait aux relations Rwanda-France qui ont été tendues, très très tendues même. Historiquement. Donc, le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est clair que c'est un sujet sensible. On ne va pas rentrer nécessairement dans les détails, mais en gros, c'est considéré comme un des génocides le plus rapide de l'histoire. Ça a duré à peu près 3 mois. Mais c'est vrai que, en tout cas, beaucoup d'historiens considèrent que le génocide a commencé il y a hyper longtemps, dans les années 60. On parle de 800 000 vies et même plus. Perdu. Je pense que ce qui est encore plus traumatisant, en tout cas pour les gens de ma génération, c'est que plusieurs personnes de notre génération, de notre âge, Aïssata et moi, sont nées dans le génocide, ont vécu dans le génocide. L'ont vécu finalement, ouais. Ont passé une partie de leur enfance dans le génocide, donc les blessures sont encore très très fraîches. Voilà, personnellement en tout cas, plusieurs des étudiants rwandais que j'ai connus de mon âge au Canada avaient perdu soit beaucoup de familles ou encore étaient orphelins d'au moins un parent à cause du génocide généralement. Malgré ça, ça ne les empêchait pas d'exceller, d'être activistes, de faire ce qu'il y avait à faire.
Mais encore une fois, je veux juste rappeler en tout cas à tout le monde que le traumatisme est encore là. Je pense que pour les personnes qui ont été affectées et même pour les personnes qui ont observé, en fait, qui sont limitrophes au Rwanda. Et le travail de la mémoire du génocide continue à se faire au Rwanda avec le gouvernement Kagame. Il le fait autant localement qu'à l'international. Donc, on va passer aux tensions diplomatiques. Je pense que ça... Comment je commence ça? Moi, j'aurais commencé par dire que déjà, historiquement parlant, quand on entend parler du génocide, on entend souvent parler du rôle que la France et la communauté internationale auraient joué en fait dans ce génocide. Et même sans rentrer dans les détails et puis sans avoir beaucoup de connaissances, le consensus a toujours été que la communauté internationale n'a pas été assez réactive et n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer dans la prévention et puis peut-être dans l'arrêt rapide du génocide. Et quand on dit communauté internationale, on s'entend que surtout dans les pays africains francophones, la France est très en avant dans ces communautés-là. Donc, c'est peut-être de là que partent les tensions que les deux pays essaient de régler en ce moment. Oui, de ma part, en tout cas, j'estime que la France avait un retard à ce niveau-là parce que les États-Unis se sont déjà excusés, le Canada s'est excusé. Dans les années 2000, la Belgique s'est excusée pour toute la négligence qu'ils ont eue pendant la période pré-génocidaire et même pendant le génocide. Et aussi, l'ONU s'était excusée, en gros, pour son incompétence. L'Église catholique, le Vatican a demandé pardon, je pense que c'était dans les années 2000 ou 2016, comme ça. Donc, la plupart des parties concernées, du côté de l'Occident, on va dire ça comme ça, s'étaient déjà excusés, en fait. Donc, il ne manquait vraiment plus que la France. Et c'est pas parce qu'ils s'excusent qu'on oublie, hein, mais je pense que pour tout ce qui est le processus commémoratif, c'est important pour le Rwanda, pour le continent et même pour les victimes, surtout pour les victimes et les familles des victimes, voilà, que les pays concernés s'excusent et prennent une sorte d'engagement. Donc, du côté de la France, tout commence quand il y a une famille de pilotes qui était impliqué en fait dans l'attentat ou en tout cas conduisait l'avion dans lequel le président rwandais et burundais ont été assassinés à l'époque. Et je pense qu'ils ont essayé d'aller à la cour. Et en fait, je pense que le juge s'appelait Bruyère, c'était un juge français. Il a clôturé cette espèce d'enquête-là en signant plusieurs mandats d'arrêt contre les proches du président rwandais. Et en gros, ils ont en fait suggéré que le président Kagame et son parti à l'époque avaient causé l'attentat du 6 avril 1994 parce que c'est cet attentat-là qui a en fait assassiné le président rwandais et burundais et c'est en fait ça formellement qui a commencé le génocide parce que le fameux 7 avril, c'est vraiment là que tout a dégénéré. Donc du coup, quand Kagame s'est fait accuser immédiatement, le Rwanda a accusé la France de révisionnisme en mode mais en fait vous oubliez tout ce qui a déclenché le génocide et tout ce qui s'est passé avant même le génocide en question parce que comme j'ai dit, la période pré-génocidaire au Rwanda, elle est quand même assez bien documentée. Et voilà, ça démontre que ce génocide-là s'est préparé depuis longtemps. Donc, c'est ça. Donc, dès que ça arrive comme ça en 2006, Kagame ferme ses ambassades qu'il a en France. Il ferme plusieurs institutions françaises au Rwanda. Et aussi, en parallèle, il inscrit son pays dans le Commonwealth. Par conséquent, en fait, il lance un signal au monde que tout ce qui est français, en gros, n'est pas nécessairement bienvenu au Rwanda. Une des langues qui est enseignée... la langue officielle change. L'anglais devient... Je pense que le français reste. Mais ce qui arrive, ce qui change, c'est que dans les écoles, en tout cas, ils n'enseignent plus le français, ils commencent à enseigner l'anglais. Et ça aussi, ça avait été justifié parce qu'ils avaient des relations économiques avec le Kenya, avec l'Afrique du Sud. Donc, ça faisait du sens, en fait. Donc, ils se départissent, en fait, d'une partie importante de leur héritage colonial. Donc, ça, c'est vraiment... Tout ça se passe, je dirais, entre 2006 et 2009. Après ça, Sarkozy va au Rwanda pour calmer le jeu. Et ça, c'est 25 ans après la dernière visite d'un président français. Je pense que le dernier président qui avait mis le pied, c'était genre Mitterrand. Et c'est ça. Donc, dans l'ère de Sarkozy, on essaie de calmer le jeu. On fait des tentatives vers la mémoire du génocide. En parallèle, quand Hollande arrive, une des actions qu'il fait en tout cas envers le Rwanda, c'est qu'il va déclassifier les archives de la présidence et renforcer en fait les moyens pour traquer les génocidaires qui étaient cachés en France. Mais en tout cas, finalement, je pense qu'il y a genre 3 génocidaires
concrètement, qui ont Bah, été 3 arrêtés. grands, mais ça se trouve, il y en a Oui, d'autres qui avaient des rôles un peu plus mineurs. c'est ça. En gros, pour résumer, ce qui arrive, c'est que Kagame accuse la France d'avoir sciemment entraîné et armé les troupes gouvernementales, sachant qu'il se préparait en fait à commettre un génocide. Donc, ce qui fait qu'il y a 1 ou 2 ans, Macron commande le rapport Duclerc qui est justement sorti il y a quelques semaines. Ce rapport, en gros, conclut que Paris était impliqué militairement et politiquement, mais n'était pas complice en fait dans le génocide. Donc, en gros, ils sont en train de dire qu'ils n'ont pas nécessairement accompagné les Hutus dans ce génocide. Ce qui est particulier dans le rapport et puis dans la manière dont l'information qui est sortie du rapport est traitée, c'est qu'ils jouent beaucoup avec les mots parce qu'ils disent que la France a une responsabilité lourde et accablante, mais à aucun moment ils ne disent que la France a été complice, alors que la complicité, c'est vraiment l'accusation principale que le Rwanda en ce moment avait contre la France. C'est ça. Et juste pour faire suivre ton propos, en fait, quand ils disent responsabilité lourde et accablante dans la tragédie, ils rajoutent aussi, notamment, en étant demeurés aveugles face à la préparation du génocide. Bien sûr. Donc ça, c'est encore une autre façon de se... Déresponsabiliser, quoi. c'est ça, de ce qui s'est passé. Et ils jouent vraiment avec les mots. Donc c'est comme si ils s'excusent sans s'excuser. Je pense Ils aussi s'excusent que... pas même, parce qu'ils se sont pas excusés, hein. Ok, pourquoi tu penses ça? Ben, s'excuser, c'est clair, c'est demander pardon. À aucun moment donné, ils se sont excusés. Ils ont juste dit, on reconnaît qu'on a une responsabilité lourde et accablante. Donc, je ne vais pas sauter les étapes dans la narration des différentes choses qui se sont passées. Après, Macron est venu au Rwanda pour faire un discours et tout, pour parler du fait que oui, la France reconnaît sa part et tout. Mais il y a une différence entre dire, je reconnais ce que j'ai fait et je m'excuse de ce que j'ai fait. Et quand moi, je regarde les choses, ils ne se sont pas excusés. Et même dans les médias et tout, plusieurs fois, je pense que ça a même été demandé à Kagame, genre, est-ce que maintenant vous attendez des excuses de la part de la France? Parce qu'ils ne se sont pas concrètement excusés. Ouais, la façon que c'est relayé, en fait, ça donne une impression d'excuse. Je pense que je ne sais pas pourquoi la France a de la difficulté avec le pardon ou la demande d'excuses. Je ne sais pas si le fait qu'ils s'excusent, ça impliquerait quelque chose ou peut-être ça va être utilisé contre eux. Mais en tout cas, comme j'ai mentionné plus tôt, plusieurs États se sont excusés déjà, clairement. Ce que je te demanderais, parce que ça, du coup, c'est une information que je n'ai pas, mais quand les autres pays se sont excusés, est-ce qu'ils se sont excusés pour complicité ou pour négligence, en mode on a laissé les choses se passer? La plupart des pays se sont excusés pour incompétence et négligence. Je pense que la Belgique s'est excusée pour son rôle, mais pas son rôle dans le génocide, mais son rôle dans la période pré-génocidaire, en fait. En gros, D'accord. étant donné que le Rwanda est une colonie de la Belgique, la société administrative, il y avait un certain élitisme dedans qui favorisait les Hutus. En gros. Et au fil du temps, en fait, ce fossé-là s'est creusé. Donc, ils ont eu un rôle, en fait, au début. Maintenant, pendant le génocide, comme j'ai mentionné, qui a duré 3 mois, c'est facile de dire que, ouais, je n'ai pas été complice de quoi que ce soit, mais 20 ans après, tu as posé les bases, en fait. Tu as posé les bases. Je pense que la France, parce qu'elle est tellement influente dans l'ONU, si l'ONU s'excuse, ça indique que la France devrait s'excuser. Mais encore une fois, l'ONU s'est excusée pour son incompétence. Je pense qu'ils avaient des casques bleus dans le pays pendant la période génocidaire. Et apparemment, voilà, ils n'ont pas bien géré le truc. J'ai cru lire quelque part que l'administration de François Mitterrand à l'époque avait reçu des notes, des rapports et des télégrammes qui indiquaient qu'un génocide se préparait. Donc, encore une fois, même s'il n'était pas complice, il y avait clairement négligence. Et je pense que c'est peut-être ça que Macron essaie de vouloir dire. Mais la question épineuse, je pense, pour la France, reste encore le rôle de Kagame et de son parti dans les génocides. Et je ne sais pas si c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas s'excuser, parce que selon eux, ils n'ont pas encore de clarté là-dessus. C'est mon point de vue. Ils se lancent beaucoup la balle par rapport à ça. Donc, quand le Rwanda veut réclamer quelque chose à la France dit, mais on ne connaît pas ton rôle et le rôle de ton parti dans le fameux attentat qui a causé la mort de votre président et qui a déclenché techniquement, ou officiellement en tout cas, le génocide. Et le Rwanda dit, OK, mais toi, tu oublies l'histoire, tu essaies de faire du révisionnisme parce que toi, tu as joué tel rôle. Donc, en fait, ils se lancent la balle sans cesse, quoi. Ouais. Et puis même, je trouve que quand ça les arrange aussi, la France essaie toujours de ressortir un peu le rôle potentiel que Kagame et son administration ont dans les conflits qu'il y a au Congo en ce moment aussi. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, pour effacer un peu le rôle que la France aurait joué dans le génocide, ils essaient de rappeler les potentiels torts de Kagame et de son administration, de son parti, etc. Alors que
ce sont des choses qui peuvent cohabiter, quoi. Donc, autant qu'il est possible que Kagame et son administration aient eu des torts et pendant la préparation du génocide et pendant les troubles qu'il y a au Congo, autant la France a aussi des responsabilités. Et je pense que quelque chose qui peut même pousser à dire que c'est plus une question de complicité du coup que de négligence, c'est qu'au-delà de ça, même après le génocide, il y a quand même eu un certain nombre de génocidaires qui se sont cachés en France. Et je me rappelle qu'il y en a un qui a été retrouvé récemment, là, j'ai oublié son nom. Mais j'ai un peu du mal à croire que des gens aussi recherchés puissent rentrer en France comme ça, incognito, et puissent s'y cacher pendant des années. Donc, il y a aussi toute la partie de, parmi les gens qui sont cachés en France, qui sont en France, qu'est-ce que la France fait de ces génocidaires-là qui sont censés être à un moment donné arrêtés et jugés? Est-ce qu'ils vont se faire juger en France? Est-ce que la France va les rendre au Rwanda pour que le Rwanda les juge? Il y a tout ça aussi. Donc, je me dis, oui, le rapport et tout ça, c'est une première étape, mais les choses vont se jouer concrètement dans les actions. Et ça fait partie des actions qui devraient être décisives, en fait, dans les relations entre les deux pays. Je suis entièrement d'accord. Et donc, moi, du coup, la question que je me pose dans tout ça, c'est, OK, donc finalement, la France a fait pas mal d'efforts pour reconnaître un peu sa responsabilité, même s'ils disent qu'ils ne sont pas complices, ils se sont pas excusés, mais bon, ils ont fait déjà un pas en avant. Et je me demande, qu'est-ce que la France gagne dans tout ça, en fait? Oui, les deux pays auront de meilleures relations diplomatiques, mais bon, ça fait un bon nombre d'années qu'ils ne sont pas en bon terme. Le Rwanda s'en sort très bien. La France n'a pas l'air d'avoir de problème particulier parce qu'ils ne sont pas en bon terme avec le Rwanda. Donc, au-delà du fait que c'est bien, c'est cute et tout, genre, à quoi bon, finalement? Je me demande quel est l'intérêt de la France dans tout ça. Ben, je pense que l'intérêt de la France dans tout ça, c'est par rapport au Congo. Le Rwanda a une implication au Congo qui est très, très controversée. Donc, je ne sais pas si c'est leur façon aussi de s'insérer dans ces relations-là. En plus de ça, je pense que Macron admire le style de leadership de Kagame. Et je pense qu'en tout cas, la France perçoit en Kagame un allié dans cette région-là. En plus de ça, si je ne me trompe pas, ils ont annoncé des aides internationales pour le Rwanda. Je pense que c'est 200 ou 500 millions d'ici 2023. Donc, en tout cas, dans cette équation, j'ai comme l'impression que c'est la France qui a plus à gagner en termes de maintien de son autorité sur le continent, parce que je pense que depuis plusieurs années, de plus en plus, la France perd du terrain au profit de la Chine, au profit de d'autres puissances. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est une façon de réaffirmer en fait leur position, leur engagement. Je pense aussi que ces écoles-là vont même réouvrir, les écoles qui enseignaient le français, si elles n'ont pas déjà réouvert. Toi, comment tu le voyais? Non, justement, je ne voyais pas. C'est pour ça que je demandais. Parce que j'allais rajouter même que par rapport à la francophonie, là, la nomination de Louise Mushikiwabo, qui avait été élue comme présidente de l'Organisation internationale de la francophonie, et sa candidature avait été soutenue par la France. Ça encore, c'était une façon de reconquérir le Rwanda, mais aussi de positionner encore la francophonie au Rwanda, en fait. C'est vrai, d'accord. Donc, il y a tout ça. Ce que j'ai trouvé un peu drôle, c'est quand Kagame est arrivé à Paris, Macron, malgré l'importance de cette rencontre, a envoyé son ministre accueillir Kagame. Donc, ce que Kagame a fait quand Macron est arrivé à Kigali, il a aussi envoyé son ministre au calme. des Affaires étrangères. Au calme, mais au oui. calme. Si tu me manques de respect, je te manque de respect. Surtout dans une situation où c'est toi qui es en train de te plier en quatre pour essayer de te racheter, tu vas encore venir me manquer de respect. Non. Donc, c'est à la France de faire les efforts. Vous cherchez à nettoyer un peu votre nom dans l'histoire et votre implication et tout. Donc, faites tous les efforts du monde. Mais je pense que dans l'approche de la France, ça se voit qu'il y a quand même beaucoup d'ego. Oui, on va venir dire qu'on a été responsable et tout, mais on ne va pas se plier en quatre, on ne va pas se jeter à vos pieds non plus. On reste la France. Donc, sachez que je ne vais pas venir t'accueillir moi-même. Je vais venir parler de manière floue, mais je ne vais pas présenter mes excuses, etc. Je pense que leur ego de grande puissance mondiale est très visible quand même dans leur approche. Oui, et c'est pour ça que je pense que Macron, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il a dit, il a bien joué le jeu politiquement, en fait. Parce qu'il dit sans dire, en fait. Ouais. Ou bien il ne dit pas, mais il ne dit rien, mais on pense qu'il a dit quelque chose. Donc, je pense qu'il le joue en tout cas bien politiquement. Pareil pour Kagame, ils font ce qu'il y a à faire. Je voulais aussi rajouter par rapport à ça que tu vois un peu comment en droit, on dit que si tu dis quelque chose, par exemple, que tu t'excuses,
tu sets un precedent. Je pense aussi que c'est peut-être ça que la France ne veut pas faire. C'est que s'ils s'excusent là, tout ce qu'ils ont fait dans d'autres pays, on va aussi demander des excuses et ça va devenir potentiellement des campagnes en fait qui sont interminables ou encore beaucoup d'États africains vont tellement se rappeler de ces excuses-là que je pense qu'on va jouer avec souvent sur le champ politique et diplomatique. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne veut pas s'excuser. Moi, je pense qu'il devrait s'excuser, mais j'essaie de me mettre dans leur tête pour voir un peu pourquoi tu ne voudrais pas t'excuser. Mais... Moi, je me dis cet argument-là, je ne suis pas très sûre parce que si c'était le cas, les autres puissances allaient aussi avoir du mal à s'excuser parce que ce sont les mêmes puissances et instances qui laissent pas mal de bêtises se faire dans d'autres pays. J'ai l'impression que la communauté internationale a quand même, et tout le monde, reconnaît quand même que le génocide du Rwanda est particulier et peu de pays peuvent aujourd'hui venir se placer au même niveau pour dire que comme vous êtes excusés pour le génocide, vous devez aussi vous excuser chez nous. Sinon, on allait demander à la Belgique de s'excuser pour le Congo depuis le début, quoi. La Belgique s'est excusée, mais c'est pas parce qu'elle s'est excusée au Rwanda que tous les autres pays qui ont souffert de la puissance belge sont venus s'excuser aussi. Donc, je pense que si ce n'est que ça, ils n'ont qu'à juste attraper leur ego et puis dire pardon. Ouais, mais je pense que tous les puissances qui sont excusées, je pense que dès la France a la plus grande emprise sur le continent historiquement et même maintenant. Donc, elle a beaucoup plus à perdre potentiellement. Potentiellement en s'excusant. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a un point historique qu'on manque par rapport à cette histoire d'excuses qui expliquera peut-être pourquoi la France ne veut pas s'excuser. Mais je pense vraiment qu'à la base, c'est parce qu'ils considèrent que le parti de Kagame et Kagame lui-même ont joué un rôle dans l'attentat et c'est pour ça qu'ils se disent, mais en fait... en gros, vous n'êtes pas bien placé pour qu'on vous demande pardon à vous, quoi. Ouais, je pense que c'est peut-être ça le nerf de la guerre. Et justement, même, je voulais continuer en disant que, parlant d'excuses, l'Allemagne aussi, pour la première fois, a reconnu son rôle dans le génocide contre les populations Héros et Nama en Namibie. Donc, tout ça s'est passé pendant aussi l'ère coloniale. Et voilà, ils s'engagent à verser 1 milliard d'euros d'aide au développement. Ah, wow. OK. Comme quoi, les Européens ont compris qu'ils ont besoin de nous avoir de leur côté, finalement. Oui, mais ce qui me fait peur, c'est que comme la France, qui aussi a promis des aides au Rwanda, je me demande en fait comment ces aides sont rattachées à ces pays-là. Parce qu'en fait, est-ce que c'est une façon pour eux de rétablir leur emprise sur ces pays-là à travers leurs entreprises, d'un point de vue économique, d'avoir aussi les yeux dans leurs pays respectifs? Donc, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une espèce de lame à double tranchant. Mais ça, je le dis seulement en ayant la mémoire de comment ces pays-là ont déjà opéré sur le continent. Donc, peut-être on est vraiment en train d'aller vers une nouvelle ère où on est vraiment dans la coopération et moins dans le colonialisme. Mais historiquement, ces histoires d'aide, je ne sais pas si le rendu final, en fait, est positif. Pour les pays qui se font aider. Donc, je pense que si on sort même du contexte diplomatique et géopolitique, etc., il y a pas mal d'études et particulièrement même un livre qui s'appelle Dead Aid de Dambisa Moyo qui montre que finalement les aides apportées au gouvernement et les dettes et tout ça font plus de mal que de bien parce que ça crée une certaine dépendance au niveau des pays et puis le pays ne sait pas en fait se gérer économiquement et puis créer des ressources eux-mêmes, etc. Et puis on dépend beaucoup des aides. Donc à ce niveau-là même déjà, c'est sympathique l'aide, mais ça nous enfonce plus qu'autre chose. Mais après, politique, enfin si maintenant on revient à tout l'aspect diplomatique et tout, je pense que ça dépend déjà des conditions des aides, de comment elles peuvent être utilisées et puis de la politique de chaque pays. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans ces deux pays-là, mais il y a des pays qui ont des politiques de protectionnisme qui font qu'ils privilégient les nationaux, les locaux, etc. pour investir, pour éviter justement que les pays qui sont à la source des aides financières aient une emprise trop grande, quoi. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne dans ces deux pays-là, mais s'il y a un minimum de protectionnisme, ça devrait aller et ils devraient pouvoir se protéger du revers de la médaille. Non, ça fait du sens, ça fait du sens. Ouais. On va passer à nos divers. Alors, mon premier divers, il nous vient de l'industrie de la musique urbaine africaine, si on peut dire ça comme ça. J'aime pas le mot musique urbaine, mais pour l'instant, on va utiliser ça. Voilà. C'est le rappeur Didi B, qui est un rappeur ivoirien, un des plus grands rappeurs qu'on a ici en Côte d'Ivoire. On en avait même parlé dans la dernière saison et ses chansons, une de ses chansons en tout cas est dans notre playlist de coup de cœur. Il vient d'être signé au nouveau label de Booba qui est 92i ou bien 92i Africa. Franchement, les fans de Booba ne soyez pas fâchés. 9-2. 9 de Africa de Booba, donc c'est la filiale africaine du label de Booba. Ça a été lancé il n'y a pas très longtemps. La première signature du label, c'était un autre rappeur sénégalais, que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui s'appelle Dope Boy DMG. Et puis là, la deuxième signature qui a été annoncée, c'est Didi B.
Donc ici en Côte d'Ivoire, on est plutôt fiers parce que ça fait quand même partie de nos rappeurs qui fait du vrai bon taf, quoi. Tu écoutes ses musiques, son son est propre. Il vient du groupe Kif No Beats, qui était un des premiers grands groupes de rap en Côte d'Ivoire et qui était à l'époque signé chez Universal. Donc, c'est pas du jeu, qui a même sorti plusieurs albums. Ils s'en sortent très bien. Et puis, en ce moment, chacun des chanteurs explore un peu une carrière solo. Et Didi B était un de leurs rappeurs principaux. Et Kif No Beat, ils ont chanté des chansons très connues. Si vous connaissez la chanson Approchez, regardez, avec Arafat, c'est Kif No Beat et Arafat. Si la chanson Tu es dans le pain, c'est Kif No Beat. Ils ont quand même un bon nombre de chansons hyper Mais je pense qu'Approcher, regarder, c'est la chanson que tout le monde connaît. Même si tu connais pas Kif No Beat, tu connais au moins la chanson. Exactement. Exactement. Et donc, ça fait du bien, en fait, de voir des talents locaux et des gens, en fait, qui se battent énormément pour rester relevant artistiquement parlant, pour continuer d'innover. Ça fait du bien de voir que leur talent est reconnu quelque part et qu'ils ont une chance de briller à leur juste valeur, finalement. Donc, on attend avec impatience de voir ce que ça va donner, cette signature de label, parce que Didi B, il avait déjà sorti un premier album solo à l'époque, il y a bien longtemps. Et puis, depuis, normalement, il est en train de travailler sur un deuxième album. On a eu quelques singles, on ne sait pas s'ils vont être dans l'album, mais il nous a sorti Assini, Puissant, Il n'y a pas l'argent dedans, qui étaient tous des gros hits. Donc là, les attentes sont hyper hautes. Assini, c'était le soundtrack de mes vacances à Assini, quoi. Yo, tous les jours. It's a vibe. Tous les jours. Et ce que j'aime même dans cette signature, c'est que je pense aussi que ça marque un petit tournant dans le rap ivoirien, en fait. Ça prouve que, voilà, avec un peu de patience, de la détermination, du bon travail, tu peux te faire signer à l'international. Quoique, voilà, ils étaient déjà Universal auparavant. C'est ça, exact. Et il y a un autre grand rappeur hyper connu ici qui s'appelle Suspect 95, qui est déjà signé, lui, chez Def Jam Records. Donc, il n'est pas avec Universal, lui? Def Jam fait partie d'Universal, mais ils sont dans la partie Def Jam qui est très, très hip-hop rap. Donc, je pense que la signature de Suspect chez Def Jam, et puis juste avant ça, Kif No Beat chez Universal montrait que franchement, à l'international, les majors voyaient vraiment un gros potentiel dans l'industrie et qu'ils avaient déjà commencé à investir. Désolée de te couper, mais je trouve que signer avec Booba donne un ton différent, en fait. Parce que se faire signer par un grand label, tu peux facilement te faire oublier là-dedans. Alors que quand tu signes avec un rappeur, ça démontre que, en fait, normalement, il est censé se concentrer sur ses artistes. Je ne vais pas étaler le CV de Booba ici, mais franchement, la plupart des rappeurs qu'on écoute en ce moment, les Caris, les Damso, ça c'est les petits de Booba, en fait. C'est son école. Ça, c'est son école. Donc, je pense que, parce que le rap français est très, très centré vers la France, right? Et le fait qu'un des plus gros rappeurs pionniers du pays te signe, pour moi, ça lance un signal différent et c'est plus authentique que quand Def Jam ou Universal te signent, parce que, voilà, pour eux, authentiquement, leur rap est très, très... ils soutiennent, la plupart de leurs artistes sont très, très dans le rap américain, ou en tout cas dans la musique américaine. Voilà. Oui, bon, là, je pense que c'est plus une question de perspective qu'autre chose, parce que pour moi, ça emmène le même genre de signal. C'est juste qu'effectivement, avec Booba, l'accompagnement a l'air plus personnalisé, parce que, bon, c'est le label de Booba, etc. Mais pour moi, quand un Def Jam te signe... c'est tout aussi gros, quoi, parce que oui, on est habitué à les voir dans du rap américain, etc., parce que peut-être ils sont moins impliqués dans les sphères francophones, et puis ça fait partie de leurs efforts, justement, pour être plus présents sur la scène afro et francophone. I guess, parce que moi, je les ai vus signer des rappeurs camerounais et les oublier, hein, donc c'est pour ça que je dis que, en fait, dans les contextes africains, souvent, te faire signer par un grand label, ça ne veut pas dire que tu seras la priorité. Donc, mais je comprends ce que tu veux dire en termes de branding, en termes de... Ouais. En tout cas, pour ceux que je les ai vus signer pour l'instant, ils ont travaillé. Il n'y a rien à dire. Ouais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je les ai vus signer justement Suspect 95. Et puis là, le level up est visible, est clair et net d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je me dis que ça ne peut donner que du bon. Après, je ne sais pas, c'est parce que peut-être les équipes d'Universal sont basées ici en Côte d'Ivoire, donc peut-être que c'est plus facile pour eux de gérer les talents qui sont ici, je ne sais pas. Ou s'il y a eu un changement de stratégie, je sais que le leadership a changé il y a peut-être 1 ou 2 ans. Donc, peut-être qu'ils ont changé leur manière de voir les choses. Ça pourrait être ça. Je connais au moins 2-3 artistes là qui sont allés vers ces labels. Et depuis, voilà, ils n'arrivent pas à faire un hit. On n'entend pas parler d'eux. Mais... Ça peut être différent en Côte d'Ivoire. Ouais. Et puis, il y a aussi autre chose même qui montre aussi que justement, comme tu disais, le rap ivoire, qui est la manière dont on appelle en fait le rap de la Côte d'Ivoire. Donc, le rap ivoire est en plein essor. C'est que on parlait la dernière fois d'une rappeuse qui s'appelle Mosti, qui a sorti une chanson qui s'appelle Faut danser. Son clip Faut danser vient de passer le 1 million de vues sur YouTube.
Et je pense que dans le petit mouvement que le rap ivoire est, parce que pour l'instant, ça reste petit, c'est un milestone quand même. Et donc, ça fait du bien de voir que finalement, ils arrivent de plus en plus à devenir un peu plus mainstream et à atteindre un plus grand public. Et c'est un milestone pour les rappeuses ivoiriennes féminines parce que je pense que c'était la première, le milestone, c'était genre la première rappeuse à atteindre 1 million de vues, machin. Donc, exactement. Félicitations. Merci. Et Oh, je ne parlais pas à toi. Hé, ma chère, je prends tout ce qui est bien dans le pays là. Tu as contribué quoi dedans? On t'a demandé de chanter. J'ai participé aux vues. Pardon, excuse-moi. J'ai donné mes vues, j'ai donné mes streams. Donc tout ça là, j'ai fait partie. Passe au prochain sujet. Merci, Abba. Au suivant, next, c'est toi le prochain sujet. Hein. Oh, je t'insulte alors que c'est moi le prochain sujet. Tu n'avais pas un autre sujet? Non, ma chère, l'autre sujet dont on voulait parler là. Je vais vous rappeler encore l'autre sujet dont on voulait parler. Parce qu'en fait, comment l'autre sujet là a commencé, c'est que, bon, déjà, on a tous vu que MHD a sorti une nouvelle chanson. Et puis, ça t'a écouté d'ailleurs? J'ai écouté, j'admets. Mais j'ai écouté et puis je me sentais bizarre, quoi. Et bref, et donc on voulait parler du coup de ce retour de MHD en tant que deuxième sujet dans les divers. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup trop de choses à dire sur le sujet et que vous aurez beaucoup trop de choses à dire sur le sujet. Encore une fois, pour ceux qui ont fait genre, ils ne m'ont pas entendu au début là. Dimanche 6 juin 2021, 16h heure de Montréal, 20h heure d'Abidjan /GMT, 22h heure de Paris. On est sur Clubhouse avec Mansa.Aïssa et puis Laurence Cynthia pour parler de tout ça et on vous attend avec impatience. Venez nombreux. Et puis maintenant, on va passer au dernier divers. Donc, on se dirige vers le Congo, plus particulièrement vers la ville de Goma. Je pense que pour la plupart, on a vu les images qui avaient tendance à être apocalyptiques, je dirais. Le ciel était orange. Donc, je parle ici de la récente éruption du volcan Nyiragongo qui affecte la ville de Goma. En fait, ce qui arrive en ce moment, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu une éruption de ce même volcan-là en 2002. Et voilà, c'est un volcan qui est très, très actif. Et je pense même qu'en haut du volcan, il y a carrément un lac de lave qui est constamment en activité. Donc, encore une fois, franchement, cette région-là est toujours en train de subir plein de challenges, plein de problèmes, que ce soit en termes miniers, que ce soit en termes politiques, économiques. Et là, maintenant, on se retrouve avec une catastrophe. Les rapports ne sont pas encore clairs, mais on estime qu'il y a eu à peu près moins d'une 50aine de morts, si je ne me trompe pas, et beaucoup de personnes qui ont été déplacées. Ceux qui ont perdu leur vie, pour la plupart, sont morts dans les transports quand ils essayaient d'évacuer, malheureusement, vu que tout le monde essaie de partir en même temps. Et c'est ça. C'est juste triste et tragique, hein, parce que même si finalement le bilan en termes de morts n'est pas... Je ne veux pas dire qu'il n'est pas élevé, parce que quand les gens meurent, en fait, chaque vie compte, mais il n'est pas énorme en termes de catastrophes naturelles, etc. Ça reste que c'est un moment assez troublant pour les populations locales. J'ai pas l'impression que les gens qui habitent à Goma étaient particulièrement prêts pour une éruption volcanique. Donc, en termes de réflexes, de choses à faire, de comment gérer la situation, tout le monde, c'était un peu la panique, quoi. De ce que j'ai compris, cette région du Congo-là a comme 5 ou 6 volcans autour. Est-ce que les éruptions sont fréquentes? Ça, par contre, je ne sais pas. Parce que, moi, bon, peut-être que je ne suis pas informée, mais moi, c'est la première fois que moi j'entends parler d'une éruption d'un volcan dans la zone. Donc je me dis du coup que si les éruptions sont pas fréquentes, même si tu sais qu'il y a des volcans autour, bon, si c'est toujours tranquille, tu vas pas te dire que du jour au lendemain il y aurait une éruption, etc. Ouais, non, après, je sais pas si les éruptions sont prévisibles, donc je sais pas si les populations ont été prévenues à un moment donné que ça allait se faire. Je sais pas à quel point on peut prévenir ce genre de choses. Mais moi j'ai une amie qui connaît des gens dans la zone et qui partageait un peu les conversations qu'elle avait avec eux. Ça avait l'air hyper stressant, quoi. Les gens étaient en mode « Ah, là, on est dans le jardin, on veut pas rester dans la maison. Au cas où il y a tel truc qui se passe et que la maison s'écroule, etc. On campe dans le jardin. On sait pas ce qui se passe. Ouais, on est tous en alerte. C'est chaud, quoi. » Non, c'est clair. Et même dans les témoignages, on voyait les gens marcher des kilomètres, soit parce qu'ils n'ont pas accès à des véhicules ou parce que les véhicules d'évacuation sont pleins. Donc, tu te retrouves avec des familles qui carrément marchent pour soit se diriger vers le Rwanda ou vers d'autres régions du Congo. Kagame a ouvert les frontières pour justement accueillir les personnes qui ont été affectées. Et par rapport à ta question sur le fait de prévenir, je ne pense pas qu'il y ait une façon de savoir à l'avance, mais je pense peut-être que quelques jours avant, ils peuvent identifier au niveau du col du volcan de l'activité. Mais comme c'est un volcan peut-être qui est constamment en activité, c'est difficile
à décerner, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'observatoire qui est censé justement surveiller ce volcan-là avait perdu le soutien financier de la Banque mondiale l'année dernière, suite à des allégations de détournement de fonds. D'accord. Donc, ça n'aide pas la situation. Donc, ce que moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est un photographe qui, lui, s'est aventuré vers le volcan pour filmer le mouvement de la lave et parce que, justement, les autorités ne sont pas vraiment là pour dire à la population concrètement ce qui se passe. Avec son téléphone, à travers WhatsApp, il a pu partager les vidéos pour alerter, en fait, les gens que, voilà, il y a quelque chose qui arrive et voici l'ampleur de l'activité volcanique. En tout cas, tu peux aller regarder les photos, c'est quand même assez impressionnant. C'était aussi sa façon d'alerter les gens dans son entourage, mais par exemple, il y avait le témoignage je pense que c'est d'une maman dont le mari était malade et qui ne pouvait pas se déplacer. Donc, par exemple, ce genre de patient a perdu la vie parce que, voilà, en situation d'urgence, il faut vraiment que ce soit structuré pour les personnes à mobilité réduite. C'est déjà pas très peace and love d'habiter à Goma avec tous les conflits qu'il y a dans les alentours. Et puis là, quand les volcans s'y mettent, c'est vraiment pas facile. Mais ce que moi, je ne comprends pas, ou ce qui me dépasse en fait, c'est pourquoi est-ce qu'un observatoire qui a un rôle aussi crucial peut dépendre financièrement de la Banque mondiale. C'est ça. Je ne connais pas assez bien l'activité de l'observatoire, mais j'assume que c'est des Congolais qui gèrent normalement. Je ne sais pas pourquoi l'argent a été détourné, mais je pense que c'est une chose que la Banque mondiale donne les fonds. Mais généralement, en tout cas, de ce que j'ai observé au Cameroun, quand il y a des détournements, c'est généralement local en fait. Et c'est aussi ça l'autre problématique dont on ne parle pas assez. Donc oui, la Banque mondiale... Non, c'est ça, le détournement se fait au niveau local. Oui, exactement. Donc, oui, je pense que ta question est très, très légitime de se demander, pour un volcan qui a autant d'activités, pourquoi une partie ou un organisme étranger est en charge, en fait, du financement de cet observatoire-là. Mais l'autre question aussi à se poser, c'est les détournements de fonds qu'il y a, qui sont perpétrés par des locaux. En fait, finalement, ça heurte leur propre population, quoi. Et ça, je trouve ça encore plus dommage. Oui. Et puis moi, en fait, finalement, mon reproche n'est dirigé que aux autorités locales parce que, c'est clair. Quand moi je dis pourquoi ils dépendent de la Banque mondiale, c'est de dire c'est pas grave si la Banque mondiale vous finance, mais vous devrez vous débrouiller pour que si cette institution enlève son financement, vous puissiez d'une manière ou d'une autre pouvoir faire au moins les choses de base. On ne vous demande pas d'innover, mais au moins de surveiller le truc pour nous dire quand ça va péter. Et puis, deuxièmement, comme tu disais, éviter les détournements et tout ça, mais bon, ça c'est un autre gros problème. Donc, c'était tout ce que moi j'avais par rapport à la région de Goma. Donc, vraiment, courage à toutes les personnes qui sont affectées ainsi que leurs familles. Et on espère que la situation ne va pas trop durer et que les gens vont pouvoir regagner en tout cas regagner ce qu'il reste de leurs habitations et qu'il y aura sûrement des levées de fonds autour de ça. Donc, on verra avec le temps. Mais je pense que là, la coulée de lave, en tout cas, a perdu en intensité depuis quelques temps et toutes les secousses sismiques qu'il y avait sont de moins en moins importantes. Donc, normalement, ça devrait aller, voilà. Inch'Allah. Et puis, si parmi vous, il y en a qui ont de la famille, des proches, etc., qui ont été affectés par tout ça, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, Yako. Et on prie pour que ça aille mieux. Surtout avoir une situation humanitaire dans un monde post-Covid, quand tout le monde est foiré, en d'autres mots, c'est un peu chaud, quoi. Ouais. Quand je dis tout le monde, je parle des États, hein, pas des personnes lambda comme nous. Donc, on va passer aux crushs musicaux. Aïssata, tu veux commencer? Encore une fois, tu n'as pas fait tes devoirs. Triché dans mes goûts musicaux. Non, j'ai fait mes devoirs parce que clairement, il y a une chanson que j'écoute non-stop depuis sa sortie. La chanson est sortie jeudi. On est lundi aujourd'hui, je l'écoute non-stop. Et je trouve qu'elle donne très bien en voiture quand tu la mets à fond, là. Et avec très peu de surprises, je vous dirais que c'est la chanson de Aya Nakamura. Elle a une nouvelle chanson? C'est pour ça que j'hésitais avant de parler. Elle a une nouvelle chanson qui est sortie jeudi, ça s'appelle Bobo. La chanson donne, c'est une chanson un peu zouk façon avec de la bonne basse, etc. Et moi, je pense que ça va être l'hymne de l'été. En tout cas, pour les gens qui sont dans la Nakamurance comme moi, je pense que c'est l'hymne de l'été. Je pense qu'elle est même meilleure que certaines chansons qu'elle a mises sur son album. C'est quoi la chanson? Donc, Bobo? Ça s'appelle Bobo, ouais, B-O-B-O, Bobo. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette chanson. Genre, le jour où elle est sortie, je suis allée l'écouter en mode, curiosité, et puis directement, j'ai accroché. Et c'est ça, c'est le tout dernier single de Aya. Vous connaissez déjà mon amour pour Aya Nakamura, donc on va pas re-rentrer dedans. Je vous invite juste à aller l'écouter. On va vous voir dans les Snapchat et tout, là, en train de chanter ça sur le numéro A, devant le numéro A. Exactement, en vous apprêtant pour sortir et tout, blablabla. Donc, écoutez, et puis dites-nous ce que vous en pensez.
Moi, ma soeur a écouté, je me rappelle, on en a parlé, elle était déçue parce qu'elle dit que, en fait, Aya Nakamura, toutes ses chansons commencent à se ressembler et qu'il faudrait qu'on ait des standards musicaux un peu plus élevés pour elle. Et Parce que qui, sinon, à un moment donné, que ça commence à devenir trop la même chose, que n'est-ce la voix, pas? elle dit rien dans ses chansons et tout. N'est-ce Moi, pas? je dis, vous les rageux, là, laissez-nous. En mode, elle est la cousine de Mozart, quoi. Laissez-nous. Si ses goûts musicaux sont trop Ah, gars, en élevés. fait, non, mais non, je te jure, en fait, elle disait ça. J'ai dit, Tom, tu écoutes quelle bonne musique et puis tu es là, tu nous fatigues. Genre, pardon, laissez la Nakamura. Mais je Ta suis sœur a curieuse du de bon goût. En tout cas, savoir s'il y a l'artiste qu'elle m'a d'autres. référé est top. Je me souviens plus du nom de l'artiste, mais Bon, quand c'est j'ai vrai qu'elle écoute de la musique qui est relativement bonne parce que quand elle a fini de dire tout ça, elle m'a même envoyé une chanson qui est très bonne aussi. Donc, mon crush pour cet épisode, c'est Kasha, qui est un artiste malien, mais je pense qu'il est né au Togo. La chanson s'appelle Today. Pareil comme le rap ivoire, le rap malien est en train d'évoluer. Et bien que ça reste quand même assez américanisé, selon moi, ils trouvent quand même des façons d'incorporer tout ce qui est musique maldingue. Donc, on retrouve la kora, on retrouve bien évidemment la langue traditionnelle, le malinké. Et voilà, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la chanson et je vous encourage à écouter, à découvrir et à soutenir. Donc, c'est ça, l'artiste s'appelle Kasha. Par contre, les artistes qui écrivent leur nom façon, là, au lieu d'être Mais- Kasha, comme du cash, c'est CVSH. Donc, il n'y a pas de A. Donc, comment toi, tu sais que c'est Kasha? Parce que j'ai follow, j'ai écouté ses vidéos, ses chansons, ses paroles. Dans les paroles, il va dire son nom. Et dans ses paroles, à moins que ça veut dire quelque chose en malinqué et que c'est moi qui est juste bête. Hein. Mais vous n'avez pas des petites équipes, même si c'est dans le quartier, des petits qui ont fait du marketing pour te dire que ton nom qui s'écrit façon là. Quand on va chercher ça sur Ça va Spotify, te on va pas porter trouver. préjudice. On va pas trouver ton nom. C'est ça, en fait. En fait, c'est des trucs tellement simples comme ça qu'il y a des fois, je me dis, gars, gérez-vous parce que tu peux pas après changer de nom en milieu de carrière. Donc, dès le début, fais-le bien. Non, c'est clair. Et en même temps, c'est des choses qui me font aussi réaliser qu'il y a tellement d'argent dehors parce que juste dans le conseil, le nombre de conseils qu'on peut donner et se faire payer, c'est nous qui ne savons pas chercher l'argent comme il faut. Mais après, peut-être que ça peut être une stratégie pour te différencier aussi. Parce que je suis sûre que si mon cher ami Taiki était allé voir quelqu'un au début, la personne allait lui dire que, gars, ton nom, qu'on ne sait pas comment prononcer, là, il faut laisser. Il faut prendre quelque chose qui est clair et net. Et aujourd'hui, la confusion autour de ce nom a créé la conversation. Enfin, moi, j'ai écouté Taiki juste parce que j'étais fatiguée d'entendre les gens dire « Ouais, c'est déjà comment on dit son nom et tout. » Donc, moi, j'étais en mode « C'est qui même ?» Et puis, je suis allée écouter sa musique comme ça. Maybe. Mais en même temps, c'est la même personne qui fait... À chaque interview, il se plaint qu'on prononce mal son nom. Pareil pour le rappeur américain Black. Au début, on l'appelait Six Lack. Oui, Six Lack. Moi, je disais Six Black. Toi, c'est pire. Moi, je disais... Tu voyais le B où, en fait? Je sais pas, man. Et jusqu'à présent, je dis Six Black. J'ai du mal à dire Black. C'est bizarre. Lui, alors, il se fâche à chaque fois. Mais en tout cas, apprenez au moins à avoir des noms qui sont faciles à chercher, faciles à prononcer, ou en tout cas que ce soit intuitif. J'approuve ce message. Alors, on va atterrir, hein, madame? Oui, on va atterrir, mais avant tout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je sais qu'on l'a dit au début, mais on va le redire là maintenant. Déjà, de vous abonner au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Donnez-nous 5 étoiles partout où vous pouvez. Laissez des commentaires partout où vous pouvez. Et sur les réseaux sociaux, on est au nom de Affairage Airways. Et sur ce, je vais vous demander d'attacher vos ceintures, de relever le dossier de votre siège, de ranger votre tablette de nourriture et de vous préparer pour l'atterrissage. À bientôt.